Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité du week-end. Les habitudes culinaires des Béninois varient d'une zone à l'autre en fonction du climat, de la végétation et du sol. Le maïs, le riz, le gari, la viande, le manioc, pour ne citer que cela, constituent la base des denrées alimentaires. Cependant, ces produits ne sont pas forcément issus du terroir. Pourtant, le consommant local ou encore le Made in Bénin est souvent cité lors des grands ateliers, lors des séances de sensibilisation ou encore lors des activités menées par le gouvernement, les projets programmes ou encore les acteurs eux-mêmes. Pourquoi alors parler du consommant local si les réalités du terrain sont tout autres? Qu'est-ce qui empêche le consommant local de véritablement s'imposer? C'est ce à quoi notre invité ici en plateau tentera d'apporter des réponses. Donna Hazoumen, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur Podécon. Alors, je le rappelle, vous êtes paysan et agropreneur. Vous êtes également organisateur au sein du réseau des acteurs du Made in Bénin. Alors, tout de suite, est-ce vraiment une réalité ou n'est-ce pas un slogan que de parler du consommant local au Bénin? Merci, monsieur Podécon, et merci à toute l'équipe de Le Rural. Et pour répondre à la question, je dirais plutôt que au-delà d'une réalité ou d'une fiction, le Made in Bénin ou le consommant local aujourd'hui devient beaucoup plus une nécessité. Cela devient une nécessité dans la mesure où nous sommes en Afrique, au Bénin essentiellement, puisque là nous sommes sur un plateau béninois, où nous produisons, et nous sommes sûrs de ce que nous produisons, c'est-à-dire de la qualité de nos produits, des intrants que nous utilisons, de la matière première qui entre en fait dans ce que nous mangeons. Donc le consommant local ou le consommant béninois est aujourd'hui de plus en plus un réel facteur pour la santé de la population. En réalité, c'est parce que nous ne consommons pas ou que nous ne connaissons pas réellement ce qu'il y a dans ce qui est mis dans le consommant local. C'est juste un jeu qui n'est pas encore arrivé à notre niveau. Nous avons beaucoup plus le temps de regarder la télé et de ne voir que ce qui vient de l'extérieur. Donc, et comme on dit souvent, c'est ce que tu regardes que tu as tendance à recopier. Et comme c'est ce que nous voyons, alors nous pensons que c'est ce que nous voyons à la télé qui est forcément bien. D'accord. Vous parliez à l'instant de nécessité. Pourquoi est-il nécessaire de consommer du local? Déjà, consommer local me permet, moi, particulièrement, d'être sûr de ce que je mange. Quand, par exemple, on me dit, aujourd'hui, au réveil, je veux prendre, par exemple, du pain. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans le blé? Pourquoi est-ce que, quand je prends, par exemple, le cas du blé, où tous les Béninois pratiquement consomment au matin du pain, ça veut dire que c'est une force. Mais est-ce que nous savons, par exemple, que nous pouvons transformer simplement de la farine de patate qui peuvent aller simplement dans notre petit déjeuner et remplacer le blé? Le blé contient du gluten, qui est source de beaucoup de maladies. C'est des raisons, c'est des questions de santé publique qui sont évoquées. Je pense que nos dirigeants y travaillent, mais d'abord, la conscience doit être personnelle. Il faut que chaque Béninois commence par comprendre que il est nécessaire et impérieux qu'il puisse commencer par consommer ce qui est produit à côté de lui. Parce que là, il a la possibilité de dire au producteur, ceci, quand j'ai consommé, je n'ai pas aimé, ceci, c'était trop acide, ceci, c'était trop sucré. Là, on pourra s'adapter. Mais c'est la nécessité de pouvoir le faire ou de ne pas le faire plutôt que je vais dire, qui fait qu'aujourd'hui, on pense que le Made in Bénin ou le consommant local n'est pas bien. Comment est-ce que tu n'as pas consommé un produit, mais tu dis au producteur que ce qu'il fait n'est pas bon? Pendant ce temps, ce qu'on te fait avaler et dont tu n'es même pas sûr de la qualité ou des constituants, tu penses que c'est ça qui est bon. Parce qu'on t'a formaté sur le goût de ce que tu consommes et que tu as l'habitude de consommer. Et ça, c'est un travail réellement intellectuel qu'il faudra faire, parce que quand moi je prends le cas de mes amis paysans ou villageois, lorsqu'ils se réveillent le matin, ils n'ont pas le réflexe pain. Et pourtant, ils vivent longtemps. Exactement. Quand ils veulent manger, ils n'ont pas le réflexe de chercher forcément à cuire telle chose pendant 50 minutes, pendant 60 minutes. Et il y a plein de choses qui nous sont envoyées, même de la viande,
qui sont juste des VCM, des trucs, pratiquement, c'est pas la peine, en fait. Mais on pourrait se demander, hein, est-ce que tous les produits locaux respectent forcément les normes en la matière? Euh, je ne pourrais pas aujourd'hui sur ce plateau dire que tel ou tel producteur respecte telle ou telle norme. Parce que la question des normes appartient à l'État. Lorsque nous sommes en train aujourd'hui d'entrer dans une société de consommation où des produits locaux vont en rayon au supermarché, je crois que c'est à l'État de déterminer les normes. C'est comme ça s'est passé. En Europe, les normes n'ont pas été édictées du jour au lendemain. La question d'industrialisation, c'est ce qui a poussé entre les deux guerres. Il ne faut pas qu'on oublie l'histoire de la France ou de l'Europe. C'est entre les deux guerres il y avait la nécessité de nourrir les populations et de nourrir les soldats au front. Et c'est là que l'industrie s'est mise en place. Et c'est à partir de cela maintenant qu'on a pu chercher quelles sont les normes pour pouvoir produire tel ou tel produit. Nous n'avons pas connu de deux guerres en Afrique. Nous avons toujours eu une Afrique paisible, quels que soient les petits soucis qu'il y a eu dans les États ou dans les pays. Mais nous, en tant qu'Africains, même si nous n'avons pas connu la guerre, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui choisit de mettre son talé en supermarché, c'est lui-même qui décide de comment ça va se passer? C'est sa norme à celui-là. Je ne voudrais pas aujourd'hui me dire que oui, toutes les entreprises ou tous les producteurs respectent les normes, parce que la norme n'est pas encore toujours établie. D'accord. Ok, restons toujours et parlons toujours de normes. Déjà, vu que l'État a mis en place un cadre réglementaire de certification des produits qui est l'ABSSA, est-il facile la collaboration? N'est-ce pas trop protocolé à un moment? Est-ce que tout le monde a véritablement l'accès facile? Avant de répondre à la question, je pourrais dire déjà que l'ABSSA ou l'ANM ou toutes les entités étatiques qui ont été mises en place sont là en réalité pour répondre à un besoin précieux du gouvernement. Mais est-ce que ces institutions-là ne sont pas forcément des institutions budgétivores? Pourquoi je dis ça? Lorsqu'un État qui n'a pas mis en place une industrie, par exemple, pour les matières premières, n'a pas mis en place une industrie, par exemple, pour les emballages, n'a pas prévu, par exemple, un créneau de communication, n'a pas prévu, par exemple, une institution qui puisse, par exemple, encourager ou accompagner un primo-entrepreneur depuis son idée jusqu'à la fin de son produit pour dire, lorsque vous avez une idée, par exemple, pour aller produire du maïs, vous devez voir telle unité, telle entité qui vous accompagne jusqu'à ce que vous puissiez faire ci. Ça existe. Mais chez nous, nous n'avons pas ça. Nous n'avons rien. L'entrepreneur se lève le matin, il commence par réfléchir, et à la fin, dès qu'il a fini par trouver quelque chose qui puisse sortir sur le marché pour vendre, on lui dit, il y a la BSSA. On appelle chez nous, dans le jargon des agropreneurs, on appelle ça, la BSSA, on les appelle les gendarmes. C'est très bien. La collaboration est bien facile et bien possible aussi. La seule chose que moi je pense, c'est que ce qui plombe par rapport à la BSSA, c'est pas forcément les normes ou leur présence dans les unités de production ou le contrôle qu'ils font sur le marché, parce qu'il y a, faut qu'on l'avoue, de très mauvais produits sur le marché. Que ce soit des produits importés, que ce soit des produits locaux. Il y en a qui sont pas forcément bons ou qui ont connu les vicissitudes du temps ou de conservation. Parce que, comme par exemple, je produis mon jus d'ananas, par exemple, que je le mets dans des bouteilles et que je l'envoie chez un distributeur au marché, qui l'expose au soleil pendant une année ou pendant 2 mois, je ne m'attends pas forcément à ce que ce produit soit encore un produit consommable. Donc, il y a des réalités qu'il faut voir. Maintenant, collaborer avec la BSSA, tous les entrepreneurs sont d'accord. Mais le souci au niveau de la BSSA, parce que particulièrement moi, je suis allé vers la BSSA. Je suis producteur aussi. Je produis des confitures sur le marché. On les appelle des fruits à tartiner, qui contiennent des fruits essentiellement. Mais dans le processus, j'ai compris qu'en fait, que ce soit les entités de l'État, lorsque vous allez vers l'État, c'est que vous savez que vous avez une certaine garantie et que le service qui vous est proposé est essentiellement un service étatique. Malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est que la BSSA ou l'ANM, j'attends qu'on puisse me dire le contraire, ces services font recours à des
particuliers qu'ils appellent des experts. Lorsque je vais vers un service public et que je demande un service, c'est que je m'attends forcément à un coût réduit et un accompagnement pour le processus. Mais lorsque ce service-là n'est pas garant de tout ce qu'il va me sortir comme document ou norme, ou n'est pas garant de la certification entière de ce qu'il m'apporte, et que ce service est obligé d'aller faire recours à des experts en griffe, c'est pas normal. Parce que ce qui revient dans le coût au niveau de l'ABSSA ou ces services-là, c'est le fait d'aller vers des experts. Moi, je pense personnellement que notre gouvernement devait revoir le fonctionnement de ces services-là. Est-ce à dire que le coût n'est pas forcément à votre portée? Lorsque je suis à un certain chiffre d'affaires par an et que je n'ai pas obtenu de financement de quelqu'un ou d'un projet ou d'un ami ou d'un proche et que je dois à la fois produire, transformer, commercialiser et que dans le même temps, je dois trouver une marge bénéficiaire consistante tout en tenant compte du fait que le Béninois, quand il pense que c'est un produit local, il se dit systématiquement c'est un produit moins cher. Et à ce moment-là, il faut que je puisse dégager de quoi aller payer des sous, et c'est en fonction du produit, à l'ABSSA, pour qu'ils viennent me contrôler avec les contrôles successifs qui viendront après. Parce que ce n'est pas une seule fois que ça se fait. Je ne dirais pas que le coût est excessif, non, mais je dirais plutôt que ce qui plombe le coût, c'est ces apports extérieurs qui sont demandés par ces services publics-là. Il faudrait que l'État pense plutôt que tous ces diplômés, ces ingénieurs qui sortent en transformation agroalimentaire et autres, de l'EPAC et autres, puissent aujourd'hui trouver leur place, même si c'est en tant que consultants, et nos experts en tant que consultants, pour des questions ponctuelles, où leur présence est rémunérée de façon raisonnable au sein de groupes, par exemple de groupes de travail au niveau de l'ABSSA, qui permettent maintenant d'aller au niveau de ces entrepreneurs et de leur dire ce que vous produisez, si vous le faites comme ceci, ce serait mieux. Si vous le faites comme cela, ce serait mieux. Cela nous avantagerait beaucoup plus, plutôt que de faire appel à des experts que nous, en tant que producteurs, nous ne voulons pas. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Pourquoi? Parce que simplement, un expert, c'est d'abord quelqu'un qui vous accompagne pour que vous soyez aussi un expert. C'est-à-dire, il a l'expertise pour vous accompagner pour que votre produit soit très bon. Mais si vous ne voyez pas un expert, et quand vous dites qu'on fait appel à un expert, que c'est à cause de cela que votre certification ou la certification ou l'accompagnement que l'État vous apporte est très cher et que vous devez payer des millions pour avoir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit, et je me dis, mais attendez, où en sommes-nous? Ok. Est-ce que c'est cela qui justifie quand même la cherté des produits locaux? Parce que beaucoup de Béninois pensent que les produits locaux sont très chers comparativement aux produits importés. Est-ce que ce sont ces coûts-là afférents qui quand même justifient cette cherté-là? La question de la cherté des produits locaux, moi, parfois, c'est un débat que je n'arrive pas à comprendre. Parce que, vous savez, lorsque je prends par exemple le poulet, qui n'est pas forcément un produit transformé, c'est un produit local qui est produit, qui peut être consommé. Lorsque je vais, par exemple, dans un supermarché ou dans un hypermarché, ou le seul que nous avons à Cotonou, je ne vais pas citer de nom, et que je regarde le coût de ce produit, ça varie en fonction du budget du consommateur. Lorsque je vais en Europe, par exemple, il y a ce qu'on appelle les poulets pour tout le monde. Il y a ce qu'on appelle les poulets pour la moyenne classe et les poulets pour la haute classe. Quand je prends par exemple les poulets de Bresse, c'est-à-dire les poulets qui sont nourris, engraissés en plein air et tout, c'est pas des poulets que nous pouvons trouver à 2000 francs. C'est des poulets que vous pouvez avoir le blanc de poulet à partir de 14, 15, voire 35 euros. C'est-à-dire que vous pouvez, à la fin, avoir un poulet dont les 40, 50, voire 70 euros. Alors, comme je reviens sur le marché béninois pour dire, nous sommes dans un pays où on pense que forcément, quand c'est produit local, ça doit être moins cher.
Mais ce qu'on oublie, c'est que ce que nous recevons ici et qui passe par la douane et qui nous revient tellement moins cher, ça ne peut pas forcément être quelque chose de qualité. Nous consommons des poulets d'au plus un mois, par exemple. C'est-à-dire que un produit, un poussin grandit en un mois, on lui apporte tout ce qu'il faut, c'est-à-dire des vitamines, des antibiotiques, pour qu'il ait la forme d'un poulet que nous puissions manger, et on le vend à 2000 francs depuis l'Europe. Pendant ce temps, un producteur qui prend un poulet local, un poussin maison, qu'il élève au minimum en 4-5 mois et qu'il nourrit de façon tout naturelle ou même encore à la provende qu'il va acheter, à la provanderie, vous voulez que celui-là, qui a travaillé pendant 4, 5, voire 6 mois pour un poulet, puisse le vendre à 2000 francs comme celui qui l'a produit en un mois. Il faut comprendre en fait. Je pense que c'est une question de communication. Nous avons besoin en tant qu'entrepreneurs que l'État commence par comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de sanctionner, il ne s'agit pas seulement d'accompagner, mais il s'agit aussi de chercher le volet communication dans l'accompagnement qui est fait. Parce que dire qu'un produit est cher, c'est en fonction de quoi on le dit à la fin. Parce que celui qui produit ne vend pas seulement pour sa poche. Aujourd'hui, nous avons l'avènement des factures normalisées. Et est-ce que parce que quelqu'un, même si le IMSF est appliqué, ou il n'a pas forcément à aller acheter une machine de 300 et quelques mille, il se voit dans l'obligation, quand il est honnête, de déclarer toutes ses ventes, même à l'unité. D'accord. D'accord? Mais je suppose que je produis et que le coût de revient total de mon produit, par exemple, est à 1500 francs. Je prends le cas, par exemple, je sais pas moi, d'une tartine au chocolat. Le coût de revient de mon produit, emballage et tout, me revient à 1500 francs. Je dois déterminer la marge bénéficiaire, mais en même temps tenir compte de la marge du distributeur. Et penser aussi à ce que je vais payer à l'État. Pendant ce temps, on me dit, mais il y a de la tartine en supermarché qui coûte 1000 francs. Non, moi je préfère un produit de 1000 francs. D'accord. Le produit de 1000 francs, tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais tu le consommes quand même parce que bon, c'est sucré, c'est bon, on te dit c'est bon, c'est la marque. C'est apporté. C'est à portée de main, voilà. Et donc, tu le prends, tu te rends malade. On n'a pas assez de laboratoire ici pour analyser tout ce qui nous rend malade. Donc, tu continues de traîner tes maladies. Mais tu dis, l'autre est cher. Donc, en fait, je dis, la question de la cherté est relative. D'accord. C'est très relatif. Il y a des gens, aujourd'hui, que moi, je tiens même à féliciter, qui ont décidé, par exemple, de ne pas consommer certains produits importés. Moi, personnellement, par exemple, quand tu rentres chez moi, il n'y a plus de boissons importées. On n'a pas de ce temps-là. Je ne conçois pas que je puisse acheter des oranges de 100 francs, 150, 200, ou aller m'acheter 40 oranges à 1200 ou 1500, où je peux le déposer et presser à mes enfants. On peut faire du jus d'orange à la maison tranquillement. Mais je laisse tout ça et puis bon, je vais prendre mes 1500, je vais acheter 1,5 litre d'un truc où on a pris de la poudre, on a ajouté de l'eau, on a ajouté un conservateur. Oui, justement, Monsieur Donat, parlons un peu de l'État. Qu'est-ce que vous pensez personnellement que l'État pourrait quand même faire pour vous permettre à vous de commercialiser vos produits à moindre coût afin de permettre aux Béninois qui n'a pas forcément un pouvoir d'achat aussi élevé de pouvoir se procurer vos produits aisément? Merci pour la question parce que c'est une question pertinente. Je pense déjà que je vois avoir suivi hier le chef de l'État était avec les enseignants du supérieur. Et je pense qu'il leur disait que c'est un sacrifice qu'il leur demande par rapport à leur rémunération et qu'il fallait qu'on fasse des réformes au supérieur. Je pense que notre président, il a de la vision et il est dans une certaine lancée. Et par rapport à ça, je pense que moi, particulièrement, je pense que nous avons besoin aujourd'hui que l'État commence par penser à régler des problèmes basiques. Au Bénin, nous n'avons pas
une seule entreprise qui puisse, par exemple, souffler ou du moins produire des capsules de bouteilles plastiques, produire, je veux dire déjà, le souffler, le commercialiser à un coût comparatif. Les capsules sont importées. C'est déjà un problème. Quand je prends les emballages en verre, on importe. J'ai cru entendre entre-temps ou récemment un communiqué ou un truc du Conseil des ministres qui parlait de mise en place d'une unité de production de bouteilles. L'État aujourd'hui devrait commencer par penser essentiellement à des industries qui produisent des emballages. Première chose, que ce soit en polystyrène, que ce soit en verre, tout ce qui est intrant basique pour le transformateur. Ensuite, parce qu'après ça, il faut un cadre réglementaire pour tout ce qui est matière première. Je veux dire que ce soit le maïs, que ce soit l'ananas, que ce soit la tomate, ainsi de suite. Cela permettrait à tout entrepreneur d'aller acheter sur un marché équitable. Parce qu'aujourd'hui, nous allons bientôt atteindre la saison où la tomate sera très bas sur le marché. Et quelques mois après, cette tomate, je veux dire le Aclicon, parce que j'en ai vu actuellement, c'est plein sur les champs des paysans. Bientôt, le gros panier sera pratiquement à 1000 francs. Et après, ça va encore descendre. Il faudrait que, pendant ce moment-là, l'État puisse ressusciter ces unités de production qui ont été mises en place et qui n'ont jamais fonctionné pour la transformation, histoire de soutenir ces producteurs-là. Et le dernier volet, c'est la communication. Parce qu'en fait, quand on ne communique pas sur un produit, on ne peut pas attendre à ce que quelqu'un l'achète. Si tu produis ton vin et que tu le déposes dans ta maison, celui qui passe devant ta maison ne pourra pas savoir que tu fais du vin là. Il faut forcément aller vers le client. Quand nous savons aujourd'hui que tout le monde a faim, que tout le monde cherche l'argent au Bénin, et que les mesures que le gouvernement prend pour pouvoir motiver ou aller de l'avant dans le plan qu'il a prévu, le PAG, je veux dire, ces mesures-là ne sont pas forcément très bienvenues dans les couples, dans les ménages, parce que simplement, ça oblige le citoyen à serrer la ceinture, comme on l'a dit. Et quand c'est le cas, il faudrait que le citoyen sache déjà que telle ou telle chose se fait. D'accord. Et justement, hein, le gouvernement dédie tout un mois pour le consommant local, pour révéler les produits du terroir, mais n'interdit pas en ce même moment-là l'importation. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela en 2 minutes? Je vois que cette question, au sein du réseau dont je fais partie, le RAMIB, nous avons eu cette réflexion et quelques mois après, on a vu sur le marché, on a vu dans la presse qu'il y avait un mois de consommation local. Le gouvernement béninois a une idée et a commencé. Je pense qu'il faudra aller au-delà. Le mois du consommation local, c'est très bien, mais qu'est-ce qui est fait de façon concrète? On nous dit, on veut consommer local, mais ça s'arrête dans les bureaux, ça s'arrête à la télévision. Sur le marché, qu'est-ce qui est fait? Quand je prends par exemple les produits, les boissons qui viennent du Nigeria, c'est des produits qui sont sur le marché, qui sont à 200 francs, et puis plus rien. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait de façon concrète? Nous, en tant que réseau, on a quand même organisé des choses, on est allé vers le ministère, on a fait des journées portes ouvertes, on permet en fait à des coopérateurs ou à des entrepreneurs qui sont avec nous de pouvoir faire connaître leurs produits et tous les jours nous sensibilisons par rapport aux intrants qui sont dans nos produits pour que le client puisse savoir ce que j'achète aujourd'hui, c'est bon, et quand ce n'est pas bon, il le dit, et puis ça nous permet de nous corriger. Ce qui fait que moi, je demanderai au gouvernement pour les prochaines éditions, parce que ça va bientôt venir, qu'on aille sur le terrain, qu'on commence par saisir ces produits qui viennent de l'étranger, et que le contrôle douanier puisse soit renforcé, qu'on ne puisse plus retrouver certains produits sur le marché. Quand on commence par 1, on pourra arriver à 2, et après, si le Nigeria d'à côté a pu maîtriser son marché, pourquoi nous, on ne pourra pas le faire? On peut choisir aujourd'hui, par exemple, qu'on ne veut plus tel produit du Nigeria sur le marché local et progressivement, on permettra à ces entrepreneurs de jus d'aller mieux travailler leurs produits pour que ce soit sur le marché.
Moi, je connais des entrepreneurs qui ont des tonnes de jus à la maison, mais qui n'arrivent pas à écouler. Et quand c'est comme ça, on dit on fait de moi le local, mais ils ne voient rien. D'accord. Dernière question, hein. Quels sont les défis en matière de consommation local pour quand même susciter en le béninois l'intérêt du consommer du béninois? En tant que autoconsommateur de mes propres produits, je crois que déjà, il faut que le Béninois commence par comprendre que ce n'est pas tout ce qu'on nous envoie ou tout ce que nous voyons à la télé ou dans la presse ou sur le net qui est forcément intéressant. Ce n'est pas tout ce que nous consommons qui est déjà bien pour nous. Parce qu'il y a des produits pas du tout intéressants. Et le défi aujourd'hui, c'est que nous puissions savoir que quand je mange bien, c'est que je vais bien. On dit que ton manger ou ton repas soit ton médicament. Plutôt que d'aller à l'hôpital, je préfère aller acheter mon tchapalo tranquille et demain dire à la dame, ton tchapalo était trop acide ou il y avait trop de sucre. Plutôt que de chercher à aller me faire plaisir avec je ne sais pas trop quoi. Donc le défi est d'abord de comprendre que en consommant local, j'aide mon proche. En consommant local, j'aide l'entrepreneur qui est à côté de moi, que je ne connais pas forcément, qui n'est pas forcément mon frère. Parce qu'il y a aussi ce souci-là. Nous devrions nous permettre de comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément une affaire de copains. Non. Si mon frère fait quelque chose que je n'aime pas, je me permets de lui dire, mon frère, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Arrange ton produit. Et moi, en tant qu'entrepreneur, je sais que, c'est une critique. Ça me permet d'aller vers. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? On nous dit simplement, est-ce que tu as l'autorisation? Est-ce que si à ci? Non, moi, je suis allergique à ci. Et puis, ça s'arrête là. Il n'y a pas de contribution, il n'y a pas de proposition pour aller de l'avant sur le produit. Donc, nous nous permettons aujourd'hui de comprendre que nous pouvons mieux faire par rapport à nos produits. C'est très important. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Malheureusement, nous sommes à la fin de notre émission. On aurait quand même voulu partager encore plus de temps avec vous. Il n'y a pas de souci. Mais on se verra certainement. Hein. Il n'y a pas de souci, je reste disponible. D'accord, merci beaucoup. Alors, merci à vous de l'autre côté de nous avoir suivis. Donar Hazoumen était notre invité en plateau avec qui nous avons abordé la question des habitudes alimentaires. Quelle place pour les produits locaux? Et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'invité du week-end. D'ici à là, portez-vous bien.